Chers abonnés et spectateurs du Cercle Jean Mermoz, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Philippe Fabry. Monsieur Fabry, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Pour vous présenter succinctement à ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes avocat, historien et essayiste. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, principalement de prospective, dédiés à la politique et à la géopolitique. Ouvrages dans lesquels vous tâchez notamment d'identifier des phénomènes cycliques au cours de l'histoire pour tenter de déterminer les évolutions possibles à partir du présent. C'est une discipline que vous qualifiez vous-même d'historionomie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux institutions françaises actuelles. C'est un sujet auquel vous avez consacré un ouvrage intitulé « Le président absolu » qui a été publié en 2022. Si on revient rapidement sur la situation politique française de ces dernières années, on a le sentiment d'un long pourrissement du système politique français avec une accélération notable depuis l'arrivée au pouvoir du macronisme il y a maintenant plus de 7 ans. Dans le camp politique que l'on pourrait qualifier de gaulliste ou de souverainiste, cette décomposition politique est généralement attribuée à la perte de souveraineté de la France et à la mauvaise qualité du personnel politique de ces dernières décennies, avec des dirigeants qui ont renié ou trahi qui auraient renié ou trahi l'esprit originel de la Ve République par leur comportement au pouvoir ou par les réformes qu'ils ont apportées à la Constitution. Vous, au contraire, vous défendez l'idée que le ver était dans le fruit dès le départ et que la Constitution qui a été mise en place par le général de Gaulle en 1958 portait déjà en elle les germes de la situation que l'on connaît maintenant et que l'on se dirige d'une manière ou d'une autre vers une chute de régime. Donc tout cela étant dit, je vais donc vous poser une simple question avant de vous laisser développer votre analyse. Philippe Fabry, la Ve République est-elle un régime à bout de souffle ? Alors oui, je le crois. Je le crois parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, je dis que le ver est dans le fruit depuis le début avec le régime instauré par le général de Gaulle. Et naturellement, ce type de régime a d'une certaine manière une date de péremption dont je pense qu'on l'a déjà dépassée, ce qui explique beaucoup de choses qu'on voit. Parce que faut savoir que ce petit livre, je l'ai écrit, j'ai commencé à parler en fait de la chute du régime, la chute de la Ve République en 2020. C'était en plein confinement, donc j'avais besoin de m'occuper. Donc j'avais écrit quelques articles sur mon blog à ce sujet. Et j'ai écrit ce petit livre, Le président absolu, juste après l'élection présidentielle de 2022. Il me semble même qu'il est sorti avant les élections législatives. Donc ça devait être entre la présidentielle et la législative en 2022. Et donc je disais que si le régime se réformait pas, on irait vers une nouvelle forme de révolution, en fait. Parce que je disais qu'en gros, la structure de la Ve République avait fait renaître une espèce de nouvel ancien régime. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que la Ve République ne répond pas à ce qu'on peut appeler les standards démocratiques européens. Les standards démocratiques européens sont les mêmes chez tous nos voisins et de manière générale, tous les pays d'Union européenne ont des standards similaires, c'est-à-dire avec une fonction de chef de l'État qui est distincte de la fonction de chef de gouvernement et qui est essentiellement honorifique et non partisane. Hein. Donc ce sont les monarques héréditaires qui persistent dans une partie de l'Europe, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Espagne, même en Belgique et dans les Pays-Bas. Et dans les pays qui sont des républiques, c'est un président de la République qui est élu, mais qui ne gouverne pas, y compris, une petite subtilité, quand il est élu au suffrage universel comme le président de la République en France. Le problème à côté de ça, dans ces standards démocratiques occidentaux, européens, pas vraiment occidentaux parce que la Constitution américaine est différente de ça et elle a plutôt les mêmes tares que la nôtre. Donc les autres standards, c'est vous avez une chambre basse et une chambre haute.
et vous avez un gouvernement qui est l'émanation de la Chambre basse. Alors, les différences du régime français avec les autres régimes voisins, elles peuvent paraître ténues, à tel point que quand Michel Debré a rédigé la Constitution de la Ve République, il pensait, dans son esprit, lui était en train de mettre, bon, c'était en 58, c'était avant la réforme de 62 sur l'élection du président de la République au suffrage universel, mais Michel Debré pensait mettre en place une démocratie parlementaire de type britannique, en fait. Il pensait donner au général de Gaulle, à la base, le rôle d'un monarque britannique. Et le gros problème de cette constitution, c'est alors c'est pas en soi l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le problème, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, plus absence de la proportionnelle dans l'élection de la Chambre basse, plus très fort pouvoir du président de la République, notamment le fait que ce soit lui qui ait le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Dans la plupart des pays voisins, celui qui décide éventuellement de procéder à des élections anticipées, c'est-à-dire de dissoudre, tout simplement, au Parlement, c'est le chef du gouvernement. C'est-à-dire qu'il est lui-même une émanation du gouvernement, et donc le chef du gouvernement qui décide de dissoudre, en fait, de procéder à des élections anticipées, il met son propre poste en jeu. Donc c'est une dynamique qui est très très différente de celle d'un président de la République, qui lui-même décide quand est-ce qu'on peut éventuellement casser le rôle du Parlement. Ce qui est très important parce que dans un gouvernement, à partir du moment où vous avez un chef de gouvernement qui risque autant que ses parlementaires dans une dissolution, ça instaure une espèce d'équilibre. Quand vous avez un président de la République qui peut dissoudre alors que le Parlement, lui, ne peut pas, ou pratiquement pas, destituer le président de la République, ben vous avez une partie qui est armée et une autre qui est désarmée. Donc on sait très bien dans ce cas-là de quel côté est le pouvoir. Par ailleurs, le président de la République en France, donc pourquoi je dis qu'il y a une confusion entre chef de l'État et chef de gouvernement, mais parce que précisément, le président de la République, outre qu'il a ce pistolet pointé sur l'Assemblée, mais également sur le gouvernement, parce qu'après tout, ça veut dire que si jamais il y a un problème entre le président de la République et le gouvernement, le président de la République peut dézinguer le gouvernement simplement, il lui suffit de dissoudre, en fait, pour faire tomber le gouvernement, si jamais le gouvernement refusait de démissionner en cas de crise entre le président de la République et le gouvernement. Et d'autre part, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que la présidence du Conseil des ministres par le président de la République, ça existait aussi pendant un moment sous la Troisième République. Mais c'était une présidence honorifique, puisque celui qui présidait vraiment d'autorité le Conseil des ministres, en réalité, c'était celui qu'on avait précisément appelé le président du Conseil, et qui était, donc c'est plutôt que le Conseil se faisait en présence du président de la République, et c'était malgré tout le président du Conseil qui présidait les débats. Le président du Conseil, c'était l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Et dans la plupart de nos des pays voisins, c'est le chef du gouvernement qui préside le Conseil des ministres. Et le chef de l'État n'est pas là. Si vous voulez. Donc le problème chez nous, c'est qu'on a un chef de l'État qui non seulement est présent, mais qui en plus a les armes pour faire tomber le gouvernement si jamais. Donc en vérité, c'est lui qui commande. En cas de cohabitation, il a un pouvoir de nuisance important, parce que malgré tout, il est toujours là avec sa capacité de dissolution. Et dans le cadre de la non-cohabitation, c'est tout simplement lui qui commande, parce qu'en général, c'est le chef du parti qui arrive au pouvoir, qui a été élu président de la République. On pense notamment à ce que c'était sous Nicolas Sarkozy, mais également sous Emmanuel Macron, c'est la même chose. Donc à partir de là, forcément, quelle que soit la personnalité qui choisit pour être chef de gouvernement, elle a une envergure qui est inférieure à celle du président de la République, et donc elle l'obéit. Et donc tout ceci, en fait, ça crée ce qu'on peut et doit appeler un régime plébiscitaire, dans le sens où l'élection, il y a une élection cardinale qui règle toute la démocratie, qui est le point de mire de la vie politique, c'est l'élection présidentielle. Alors que chez tous nos voisins, l'élection cardinale, c'est l'élection parlementaire, puisque c'est elle qui va désigner le chef de gouvernement, et le vrai chef de l'exécutif, c'est le chef du gouvernement chez tous nos voisins. Donc ça veut dire que dans les pays voisins, l'élection reine, c'est l'élection de l'Assemblée, du Parlement, alors que chez nous, c'est l'élection d'un seul individu qui est le président de la République.
D'où cette idée que, d'une certaine manière, on élit un dictateur pour 5 ans. C'est très, très problématique parce que ça crée véritablement un régime plébiscitaire. Un régime plébiscitaire, c'est un régime dans lequel toutes les questions doivent avoir une réponse par oui ou par non. Alors que, par définition, le régime parlementaire est un régime dans lequel toutes les questions se négocient. Il n'y a pas de noir ou blanc, il n'y a pas de oui ou non, on trouve une solution commune qui fera suffisamment consensus pour dégager une majorité au Parlement. C'est pas du tout la même dynamique. Et un des gros problèmes quand on dit qu'en France, on n'a pas la culture de la négociation alors que les autres voisins l'auraient, il y a un biais logique, intellectuel, qui consiste à dire c'est parce qu'on n'a pas cette culture de la négociation qu'on a ce régime-là. En réalité, c'est le contraire. C'est parce qu'on a ce régime-là qu'on n'a pas la culture de la négociation. La culture de négociation, on l'avait sous la 3e et la 4e République. Il n'y avait pas le choix. C'était ça qu'il fallait faire. Vous étiez obligés d'aller au Parlement et de trouver des majorités. Donc, c'est ce qu'on faisait. Le problème, c'est que la mise en place d'un régime plébiscitaire, il y a plus de 60 ans maintenant, fait qu'on n'a plus besoin d'un consensus. Ce dont on a besoin, c'est d'une majorité en gagnant une élection, ou deux. Mais depuis la réforme du quinquennat, en plus, c'est véritablement une élection, puisque les 2 élections sont en même temps. Et cette habitude, pour un président élu de toute manière, de dissoudre lorsqu'il arrive au pouvoir, elle était arrivée dès la première élection de Mitterrand. Donc en réalité, c'est pas à la réforme du quinquennat que remonte cette idée que le président de la République, véritablement, est le chef du gouvernement, même en cas d'alternance. C'est quelque chose qui a été établi dès la première alternance, qui était l'alternance de 1981, avec François Mitterrand. Et donc tout ceci, ça crée une société politique dans laquelle il n'y a pas de culture du compromis, il y a une culture de la conquête du pouvoir. L'idée étant de conquérir le pouvoir et qu'une fois que vous avez le pouvoir, vous faites ce que vous voulez, parce que vous avez la majorité. C'est extrêmement clivant. Ça crée une guerre civile larvée entre 2 camps qui vont chercher chacun à avoir la majorité. Et ça crée une impression d'oppression pour le camp qui perd à chaque fois, en ayant l'impression que l'autre aura tous les pouvoirs et pourra lui imposer ce qu'il veut. Donc ça a tendance, non seulement c'est contraire à la culture de compromis, mais ça tue la culture de compromis en polarisant les gens et en mettant comme habitude, comme schéma mental et culturel, le fait d'imposer ses idées à l'autre une fois qu'on a gagné le pouvoir. Et ça se retrouve dans toutes les couches de la société. C'est ça qui fait qu'aussi on a un dialogue social qui est extrêmement compliqué. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à faire des réformes de fond qui ne bloquent pas tout, parce qu'on ne travaille pas à trouver des solutions consensuelles. Une réforme des retraites, par exemple, chez les pays voisins, ça se négocie pendant 4-5 ans. Donc vous perdez du temps, effectivement, vous négociez de manière interminable, sauf qu'une fois que vous adoptez votre texte à la fin, il passe en douceur, parce que tout le monde a eu son mot à dire, qu'on a eu le temps de discuter, et que tout le monde a fini par tomber d'accord sur le fait que, au pire, c'est la moins mauvaise solution qu'on pouvait trouver. Chez nous, on a cette habitude couperée de dire, écoutez, on va faire ça, et puis voilà, on fait venir les syndicats pour discuter 2 secondes avec eux, mais à la fin, on fait voter ce qu'on avait dit, éventuellement par 49.3, et c'est terminé. Et c'est dans tous les domaines. Je veux dire, chaque fois qu'il y a une nouvelle négociation à faire en matière sociale, vous avez une habitude qui remonte à au moins Nicolas Sarkozy, qui est de dire aux partenaires sociaux, voilà, je vous donne jusqu'à telle date, en général dans 6 mois pour négocier. Et puis si vous n'êtes pas tombé d'accord, c'est moi qui voterai. Résultat, ça n'encourage pas la négociation parce que les partenaires sociaux n'ont pas intérêt à trouver un accord. Ils ont intérêt à essayer d'avoir le bénéfice politique de rester sur leur position pour ensuite pouvoir accuser le pouvoir d'avoir interrompu la négociation et de ne pas leur avoir permis d'aller jusqu'où ils voulaient. Donc c'est une structure politique qui stérilise en fait le débat et qui polarise la société. C'est très important parce que c'est pour ça qu'on se retrouve en France avec des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes, qui a eu nulle part en Europe comme équivalent. C'est parce que c'est une opposition de régime autoritaire. Et structurellement, la Ve République, du fait de tout ce que j'ai dit, est un régime autoritaire. Un régime autoritaire par alternance, qui peut alterner de temps en temps, même si l'alternance est de moins en moins nette vu le conformisme politique au sommet d'État, mais c'est le cas. Et tous les pays qui ont tendance à être plébiscitaires comme ça, c'est-à-dire à se centrer sur une élection qui est l'élection d'un homme, ont ce problème-là. C'est ça qui a fini par amener aux émeutes du 6 janvier 2021 à Washington, après la réélection, l'élection de Joe Biden et la première défaite de Trump. Et c'est ça aussi qui a amené la même chose au Brésil 2 ans après, en 2023. Même période d'ailleurs, je crois que c'était 5-6 janvier.
après la défaite de Bolsonaro. Parce que ça crée une telle tension, un tel clivage, que vous savez qu'une fois que vous avez perdu l'élection, vous êtes foutu. Vous êtes dans le camp des perdants, donc vous allez être opprimé. Dans un régime parlementaire, ça n'existe pas. Dans un régime parlementaire, vous avez toujours des coalitions et des discussions entre les principaux partis, ce qui fait que personne n'est jamais le vainqueur absolu ou le vaincu absolu d'une élection parlementaire. Alors pourquoi c'est l'élection présidentielle qui crée cette situation plébiscitaire? Parce qu'elle se couple à une élection, un système électoral au Parlement qui est très très nocive, qui est le système uninominal majoritaire à 2 tours. Qui est un très mauvais système. On l'a vu lors des dernières élections, notamment parce que à la fois ça tue la dynamique qui pourrait être celle d'une dynamique majoritaire et qui donne l'impression finalement que l'élection est truquée au deuxième tour, avec un Rassemblement national en tête largement au premier tour et qui se retrouve finalement battu pour l'essentiel. Ce qui n'est pas totalement absurde parce que le fait est qu'effectivement, il y avait une majorité contre ce parti-là. L'ennui, c'est que ce n'est pas non plus un système qui est parfaitement représentatif parce que quand on regarde les nombres de voix obtenues, on se rendait compte qu'au total, il aurait été logique que le premier groupe, de loin, y compris devant le NFP, ce soit le Rassemblement national. Et finalement, c'est le nouveau Front populaire qui arrivait en tête, un peu contre la dynamique réelle si l'élection avait été à la proportionnelle. Dans la plupart des pays européens, c'est un système proportionnel plus ou moins matiné avec des règles du genre des seuils de 5%, etc., qui sont imposées, notamment en Allemagne. Mais grosso modo, c'est la proportionnelle qui est adoptée. Et en particulier, vous avez 2 pays en Europe où le président de la République est élu au suffrage universel. Alors, il y a d'autres pays, mais ça compte pas. Il y a un des pays baltes, et puis c'est Chypre, mais bon, c'est des pays qui sont dans des situations très particulières. Mais des pays, disons, qui comptent plus de 10 millions d'habitants et qui comptent parmi, malgré tout, les États de taille respectable en Europe, vous en avez 2. C'est le Portugal et la Pologne, où le président de la République est élu au suffrage universel direct. Mais là où, pourquoi ils ne subissent pas les mêmes problèmes que chez nous? Pourquoi est-ce que c'est leur chef de gouvernement, enfin leur Premier ministre, qui reste le vrai chef de l'exécutif? Tout simplement parce que le Parlement en face est élu à la proportionnelle. Si vous avez un président de la République qui est élu au scrutin majoritaire à 2 tours, face à un Parlement dont les membres sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours, dans un cas, vous avez 577 élections contre une. Et donc forcément, c'est celle qui est concentrée sur un seul homme qui, à la sortie, a la plus grosse légitimité. Alors que quand vous avez un président élu au suffrage universel direct, éventuellement à 2 tours, et en face une proportionnelle, vous avez une assemblée qui, par nature, est beaucoup plus représentative que le président de la République. Le président de la République, on sait qu'il est forcément élu par défaut. Dans un système d'élection majoritaire de tour, vous avez une élection qui est systématiquement par défaut. C'est le principe. Vous votez au premier tour pour qui vous voulez et vous votez contre au deuxième tour. C'est connu. Dans une proportionnelle, vous votez uniquement pour. Donc, ce qui sort d'une élection proportionnelle, c'est un résultat qui est satisfaisant pour la majorité de la population parce que tout le monde se sent représenté. Et les gens qui ne se sont pas en majorité savent que cependant, ils sont représentés à hauteur de ce qu'ils représentent. Donc, c'est pour ça que dans les États dans lesquels le Parlement est élu à la proportionnelle en face du président de la République, il n'y a pas de problème, le pouvoir reste au Parlement. Dans un pays comme le nôtre où vous avez tout le monde qui est élu au suffrage au scrutin majoritaire à 2 tours, que ce soit les députés ou le président de la République, vous vous retrouvez avec un système dans lequel l'avantage, le centre de gravité du régime, va du côté de la présidence de la République, ce qui entraîne tous les défauts que j'ai expliqués juste avant. Donc, tout ceci concourt à faire apparaître, et ça a fait apparaître depuis des décennies, un régime qui est effectivement un régime de tendance autoritaire, dans le sens où c'est le président de la République qui décide, dans le sens où la plupart des questions sont décidées selon des calculs de couloirs auxquels le public n'a pas vraiment accès. Vous pouvez en trouver des échos dans la presse, mais ce que vous devriez lire, ce sont des débats au Parlement, vous ne les avez pas. Ça entraîne une diminution de la qualité de la classe politique aussi, parce que à partir du moment où tout le pouvoir est au sommet de l'État, dans les mains du président de la République, et pas dans les mains des ministres, ça diminue drastiquement les perspectives de carrière. Quand vous êtes dans un régime dans lequel être un ministre, c'est avoir un poste très puissant
mais beaucoup plus puissant que ce qu'il est dans la Ve République. C'est-à-dire que vous êtes ministre, vous êtes véritablement membre d'un gouvernement, vous conditionnez sa durabilité et vous appuyez, vous avez une forme de pouvoir propre qui dépend du Premier ministre, mais le Premier ministre reste un primus inter pares finalement, contrairement au président de la République. Dans le régime présidentiel, vous êtes un exécutant du président de la République. Donc c'est pas du tout la même perspective de succès et c'est pas du tout la même carotte, donc si vous voulez, pour attirer des gens qui sont utiles et qui se sentent utiles. À tel point que d'ailleurs, un des gros problèmes qu'il y a eu avec les dernières élections législatives, c'est que souvent on avait du mal à trouver des candidats, que vous aviez des gens qui voulaient quitter la vie politique et qui ne voulaient pas se représenter à l'issue de la législature. Je crois qu'on a atteint les records nombre de députés qui ne voulaient pas se représenter. Parce que, on a beau dire que la gamelle est appétissante, en réalité, beaucoup ont eu l'impression, en particulier sous les premiers mandats d'Emmanuel Macron, je pense que c'est en train de changer, mais ont eu l'impression d'avoir une espèce de bullshit job, c'est-à-dire de se retrouver là, de n'avoir aucun pouvoir de décision et d'être là pour qu'on leur dise de voter ce qu'il faut voter. Et vous n'avez pas, je veux dire, par des gens intelligents ou qui ont une volonté d'action, une volonté de faire des choses, ne sont pas du tout intéressés par ce style de mode de vie. Donc, ils désertent, tout simplement. Et ça conduit forcément à une baisse de la qualité du personnel politique, où tous ceux qui restent sont des gens qui sont, dont la principale capacité et la principale aptitude, c'est d'être capable de grenouiller, de rester là en attendant qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et donc, forcément, vous n'avez pas une très bonne qualité de personnel politique. Donc là aussi, comme pour la capacité, on va dire, de négociation collective, la diminution de la qualité du personnel politique n'est pas la cause des problèmes du régime, c'est la conséquence de la nature du régime lui-même, assez clairement. Le dernier problème que vous avez, c'est que ce régime, et paradoxalement, c'était François Mitterrand dans son bouquin Le coup d'État permanent dans les années 60 qu'il avait vu venir. François Mitterrand avait dit que l'élection du président de la République au suffrage universel, ça finirait par conduire à un triomphe de la technocratie contre le gouvernement par le peuple. C'est-à-dire qu'en gros, les élus du peuple et les ministres perdraient considérablement du pouvoir au profit de la technocratie qui, elle, obéirait au président de la République. Et c'est assez ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu en particulier la montée en puissance de l'énarchie, l'ensemble des gens qui sortent de l'ENA, cette espèce de club d'anciens élèves qui ensuite servent de réseau à la tête de l'État, notamment pour le président de la République, qui souvent s'entourent eux-mêmes soit d'anciens camarades de promo de l'ENA pour les plus proches collaborateurs, soit en deuxième rang, on va dire, de nouveaux préémoulus de l'ENA. Et le truc de l'ENA, c'est que ça a favorisé l'apparition d'un système économique, en particulier pour une économie très socialisée comme l'économie française, dans laquelle vous avez une porosité entre le grand secteur privé, on va dire, et le secteur public, et qui permet à beaucoup de gens d'aller pantoufler comme ça dans le secteur privé ou d'avoir des positions dans les conseils d'administration. C'est-à-dire que souvent, les énarques servent d'agents de liaison avec le pouvoir dans les conseils d'administration des grands groupes privés en France. Donc vous avez cette espèce de capitalisme de connivence qui se met en place beaucoup plus qu'ailleurs et qui est structuré par en fait le problème de la présidence de la République, le fait que c'est le président de la République qui décide de placer à tel ou tel endroit des gens dont la compétence sera ensuite discutable. Hein. Celle à laquelle je pense là, ça peut être Anne Lauvergeon, par exemple, qui avait été placé par Mitterrand à la tête d'Areva. Mais vous avez tout un tas de cas comme ça, où vous vous retrouvez avec des grandes entreprises parapubliques qui se retrouvent dirigées par des gens qui ont été mis là par le fait du prince, tout simplement. Et ça, c'est structurellement le genre de problème que vous avez dans ce type de régime. Et ça a des effets très profonds parce qu'il en sort une société qui devient une société de cour et pas une société parlementaire, c'est-à-dire une société dans laquelle l'important, si vous voulez réussir, si vous voulez vous enrichir, c'est d'avoir des connexions avec le pouvoir, avec l'Élysée. C'est moins d'être efficace, c'est beaucoup moins le cas dans les régimes parlementaires, hein, où il y a une distribution qui est beaucoup plus large à ce niveau-là. Vous avez ça a accumulé tout un tas de trucs, hein, en plus, qui sont classiques de ce genre de régime autoritaire, avec un service public audiovisuel qui est et une presse qui est extrêmement subventionnée. Ça aussi, ça avait été mis en place avec Mitterrand, mais en fait, Mitterrand a mis en place tout un écosystème qui a largement approfondi la nocivité du régime. Tout un écosystème
économico-socio-culturelle, avec l'extension de ce qui est devenu pratiquement une caste des intermittents du spectacle, avec la multiplication des subventions à la presse. Tout ceci a multiplié la porosité entre l'État et en particulier entre la politique et un certain nombre de secteurs privés qui, du coup, sont devenus beaucoup moins critiques du pouvoir. Et tout ceci, c'est l'effet, encore une fois, du régime et du caractère pyramidal et de la verticale du pouvoir, finalement, autour de la personne de la présidente de la République. Et donc, il y a ça, il y a donc le frein à la mobilité sociale qui s'installe, le fait qu'il y a une espèce de sédimentation et d'esprit de caste qui réapparaît, qui est l'extension de l'esprit de cour qui se fait autour du pouvoir. Et naturellement, au point de vue de la réforme de l'État lui-même, une incapacité totale du régime à se réformer dans son ensemble, pour les raisons que je disais, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de culture parlementaire, il n'y a pas de recherche de consensus, en particulier de consensus à long terme, il n'y a que des expédients avec des solutions dans un sens ou dans l'autre par des gouvernements, si possible majoritaires. Et tout ceci, en même temps que ça accroît la division politique à l'intérieur du pays, ça accroît la division politique sans qu'il y ait de réformes profondes qui soient faites du système. Et donc, ça pose énormément de problèmes, en particulier sur le plan de l'endettement public, comme on le voit exploser actuellement. Et donc, quand j'avais écrit ce petit bouquin, le petit bouquin où j'expliquais tout ça, et où je disais qu'en fait, le problème, ce qu'il fallait faire, mais tout en disant que de toute façon, c'est ce qui se ferait naturellement, parce que ça se passe toujours comme ça, historiquement, ce qu'il fallait faire, c'était limiter considérablement les pouvoirs du président de la République pour mettre fin à ce régime et si possible instaurer la proportionnelle aussi pour restaurer l'équilibre et ramener le centre de gravité du régime à l'Assemblée nationale. Et ce qui est extrêmement fascinant, c'est que ça devait être l'esprit du temps, puisque c'est une chose qui s'est faite toute seule, enfin, ça s'est pas encore fait dans son ensemble, mais ça a commencé à se faire avec l'élection législative 2022, reconfirmée par les dernières élections législatives qu'on a eues, c'est-à-dire où pour les premières fois depuis le début de la Ve République, il n'y a plus de majorité. C'est-à-dire que même le suffrage, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours ne suffit plus à donner une majorité. Ce qui montre l'état de division dans lequel on est arrivé, mais qui en même temps, et ça c'est intéressant, je vais peut-être terminer là-dessus, montre qu'on a une évolution vers une reparlementarisation du régime qui est déjà en train de se mettre en place. Avec beaucoup de questions désormais qui se mettent à être discutées au Parlement. Et où la verticale du pouvoir semble s'être pratiquement évaporée depuis la nomination du gouvernement de Michel Barnier en septembre dernier. Le truc, c'est que fondamentalement, au plan juridique, le pouvoir du président de la République reste le même. Donc, il suffit qu'il y ait un problème avec Michel Barnier et on risque de se retrouver avec une nouvelle crise institutionnelle de toute façon. La crise institutionnelle n'est pas soldée. En plus, il y a des gros problèmes de politique urgente et conjoncturelle pure, hein, à savoir notamment la question de l'endettement, qui met une pression sur ce régime-là. Et la question de la présidence n'est pas réglée, parce que si jamais il y avait une nouvelle élection présidentielle en 2027, par exemple, et qu'il y avait un président élu qui obtenait une majorité avec le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, on se retrouverait exactement avec le même problème de présidence absolue. Donc, alors je ne pense pas que ça arrivera, parce qu'on est déjà bien engagé dans la reparlementarisation du régime. Et à mon avis, la dynamique qui s'est engagée devrait conduire à ce que le régime se réforme, refuse d'une manière ou d'une autre le retour d'une présidente de la République aussi forte que celle qu'elle a été depuis Sarkozy et qu'elle était toujours sous Emmanuel Macron, et le retour d'un pouvoir au Parlement. Et je pense que une des choses qui vont pousser en particulier dans ce sens-là, c'est le fait qu'il y a une quasi-certitude d'une bonne partie du corps électoral, mais notamment de la classe dirigeante, que le prochain président de la République devrait être un président de la République issu du Rassemblement national et que la plupart n'en veulent pas. Donc, l'idée de remettre en question les pouvoirs du président de la République avant la prochaine élection présidentielle me paraît assez logique
Et il y a déjà quelques petites choses qui vont dans ce sens, notamment la volonté de la procédure de destitution de LFI, qui n'a aucune chance à ce stade d'arriver à terme percée par elle-même, mais qui va déjà être intéressante parce qu'a priori, et d'ailleurs on a une actualité là-dessus, la semaine prochaine il y a la niche parlementaire de LFI qui veut faire passer le débat de la destitution dans le cadre de sa niche parlementaire. Et c'est très intéressant parce que ce sera la première fois finalement, depuis le début du régime, qu'on remet en discussion devant le Parlement l'étendue des pouvoirs du président de la République. On se posera la question de savoir qu'est-ce que doit être un président de la République. Et à mon avis, la réponse qui finira par en ressortir dans les semaines et les mois qui viennent, c'est qu'un président de la République ne doit plus être ce qu'il était depuis le début de la Ve République. Donc voilà pourquoi je dis que oui, ce régime pour moi il est à bout de souffle, parce qu'il nous a amené dans la situation d'endettement, de dépréciation des services publics et du régalien qu'on voit tout le temps et qui sont soulignés à juste titre, avec un État qui est plus capable d'assurer ses fonctions principales, en particulier parce que cette espèce de système pyramidal s'est reproduit aussi aux échelles locales. Hein. Ça a créé des habitudes dans l'ensemble du pays. Et ça a mené au gonflement des administrations, notamment des administrations territoriales, la multiplication des fonctionnaires territoriaux qui ne sont pas forcément utiles et qui captent des ressources considérables qui ne peuvent pas être utilisées pour remplir les missions normales de l'État et qui asphyxient le secteur privé. Raison pour laquelle d'ailleurs vous avez le principal parti d'opposition actuellement en nombre, c'est-à-dire le principal danger pour le pouvoir en place, qui était le Rassemblement national aux dernières élections, est en train de devenir assez clairement au niveau électoral le parti des actifs, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui paient les impôts. Et en général, quand un régime a les actifs contre lui, les gens productifs, c'est-à-dire ceux qui payent les impôts, il est en sursis. Parce que aucun régime ne tient sans les gens qui le payent. Voilà ce que je pouvais dire pour essayer de présenter la situation de ce régime. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé. Vous avez anticipé certaines des questions que je comptais poser à la suite, hein, donc notamment ce qui concerne, d'après vous, donc l'évolution du régime qui est déjà en cours vers un retour du parlementarisme. Si je comprends bien, vous voyez plutôt une évolution par petites touches ou une modification de l'existant vers plus de parlementarisme, mais pas vraiment un effondrement complet ou quelque chose de plus révolutionnaire. Il y a une modification dans le sens de leur retour au parlementarisme. Honnêtement, si. À mon avis, il va y avoir des ruptures plus importantes que ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement une reparlementarisation en douceur qui se fait, mais je pense que ça va être comme la ruine, c'est-à-dire ça va lentement au début et puis très vite à la fin. Je pense qu'on va arriver à un moment, et généralement c'est ce qui arrive dans la chute de ce genre de régime-là. Généralement, il y a une tentative de reprise en main à un moment donné du pouvoir traditionnel, qui en l'occurrence est celui d'Emmanuel Macron. Et on connaît un petit peu Emmanuel Macron personnellement, mais au-delà de sa personnalité, c'est dans la logique de sa fonction. Il a laissé du champ, mais bon, ça fait mine de rien, ça fait que 2 mois, hein. Donc ça, c'est vraiment pas long. Déjà, ce qui peut faire dire qu'on est dans des temps révolutionnaires, c'est qu'on a le temps qui a l'air comprimé, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Donc ça fait que 2 mois qu'on a ce gouvernement Barnier. Et donc, depuis la fin des législatives, Emmanuel Macron n'avait pas du tout lâché le pouvoir. Au contraire, il concentrait tout sur lui. Il y avait un gouvernement qui était démissionnaire. Il se mettait lui en position d'avoir le choix de ce qu'il veut. Donc, il était plus absolu que jamais pendant cet espace-là. Il laisse le gouvernement Barnier se débrouiller. Mais si jamais le gouvernement Barnier tombe ou qu'il y a des nouvelles difficultés qui se présentent, je pense que Emmanuel Macron n'a pas du tout l'intention de rester dans le registre dans lequel il est depuis 2 mois jusqu'à 2027. Je pense qu'avant ça, il essaiera de reprendre la main. Il y a tout un tas de choses, vu l'état du monde, qui sont que ce soit l'endettement du pays, la guerre aux frontières de l'Europe, la persistance d'un certain nombre de sujets de fond, la crise migratoire, la question du Mercosur au niveau de l'Europe, etc. Je pense qu'il y aura des occasions pour qu'il essaie de se remettre en avant et de reprendre
en main le gouvernement, et à mon avis, il risque d'y avoir un clash à ce moment-là. Ce serait en fait une fuite en avant du régime en place qui pourrait mener à une aggravation de la situation. Oui, oui, oui. Donc autre question, donc si on imagine un retour à un régime plus parlementaire, est-ce qu'il y a une place dans ce type de régime ou dans un régime, comme vous le qualifiez, de conforme aux standards européens? Est-ce qu'il y a une place pour des mécanismes de démocratie directe ou pour le référendum? C'est quand même une des pierres angulaires à l'origine de la Ve République. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit quelque chose qui persiste dans un système plus parlementaire? Alors, il peut y en avoir. C'est vrai que c'est un ressort qui est assez peu utilisé dans les pays voisins. Il n'y en a pratiquement jamais parce que les représentants, il est vrai, même en démocratie parlementaire représentative, n'apprécient pas, ou le référendum a, disons, mauvaise presse. Mais il a mauvaise presse, je pense, pas forcément pour des raisons négatives. Alors, ça peut être en partie parce qu'on a peur des décisions du peuple, hein, ça c'est l'idée qu'on soulève toujours. Et si c'est ça, effectivement, c'est assez nocif. Le problème, c'est surtout que, ce que je disais tout à l'heure, c'est contraire à la recherche de consensus, le référendum. Le référendum, l'idée, c'est d'aller chercher une majorité sur une question et de trancher là-dessus, quel que soit ce que pensent les autres. Et quand vous êtes dans une culture politique de compromis, c'est quelque chose dont on voit encore beaucoup plus, je pense, la difficulté que chez nous. Chez nous, en France, encore une fois, on est habitué au oui, non, lui ou pas lui, etc. Donc, on a l'impression que le référendum, c'est déjà quand même plus nous demander notre avis que juste d'élire un type qui va décider ce qu'il veut pendant 5 ans. Quand vous êtes dans un régime dans lequel vous élisez un parlement à la proportionnelle et que ce parlement négocie pour mettre en place des politiques publiques, si on vous dit que sur une question, on va faire un référendum et que vous êtes un citoyen lambda, en fait, vous avez plus de chances de perdre du pouvoir dans le cadre de ce référendum que d'en gagner. Dans le sens où, dans le cadre de la négociation parlementaire, vous savez que votre avis, ou à peu près votre avis, en soi, à proportion du nombre de gens qui sont d'accord, sera défendu dans le cadre du Parlement. Et donc, vous pouvez dire que ça pèsera d'autant dans le résultat final. Si on vous propose un référendum, vous savez que si c'est le camp d'en face qui gagne, alors que, par exemple, votre truc, vous placerez plutôt dans le oui. Que si c'est le camp d'en face qui gagne, ben vous aurez complètement perdu, ce qui ne vous arrive pas dans le cadre d'une élection proportionnelle normale. Et si vous êtes dans le camp du oui, malgré tout, vous serez dans un oui qui n'était pas forcément le oui que vous auriez dit vous voyez. C'est-à-dire que la nuance que vous auriez aimé apporter dans le oui, elle n'y sera pas. Ça sera la décision purement sur laquelle tout le monde a voté. C'est-à-dire que le référendum, dans ce sens-là, oui, non, ça efface toutes les nuances de choses. Vous savez, sur toutes les questions, sur la plupart des questions, les gens ne sont pas capables de répondre par oui ou par non. Vous allez leur poser la question, n'importe quelle question sur la politique pénale, sur un truc, la plupart des gens vous disent oui, mais, ou non, mais. Et le problème, c'est que quand vous décidez d'estimer les choses uniquement par oui ou non, vous faites essentiellement des mécontents en réalité. Et vous aurez même souvent une partie des gens qui voteront dans le camp victorieux, que ce soit oui ou que ce soit non, qui malgré tout seront plutôt mécontents de la solution parce qu'ils ont choisi oui par défaut, mais qu'ils auraient préféré dire oui mais. Vous voyez. Et donc voilà, je pense que la principale raison pour laquelle on ne recourt pas au référendum dans les démocraties parlementaires, c'est pas juste parce que les parlementaires sont jaloux de leur pouvoir et ont peur de laisser s'exprimer le peuple, c'est parce que, aussi du point de vue du peuple, il y a une idée que le régime parlementaire à la proportionnelle est le meilleur moyen de représenter optimalement l'ensemble des gens. Effectivement, c'est un des seuls contre-exemples qu'on pourrait trouver de régime plutôt parlementaire dans lequel le référendum est généralisé, c'est la Suisse. Sinon, à part celui-là, on ne voit pas vraiment d'autres. Voilà, mais comme on est sur une composition aussi qui est très différente, c'est très très particulier la Suisse. C'est-à-dire la Suisse, il y a véritablement une expression de démocratie. C'est un système qui est beaucoup plus subsidiaire, beaucoup plus local, et donc je pense que la difficulté est moindre. Et surtout qu'ils font beaucoup de votations et souvent sur des sujets aussi très très précis. Le problème du référendum, c'est qu'en général, quand on en fait un, c'est pour un sujet qui peut être apparemment précis, mais qui en réalité
est d'une profondeur extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le référendum sur le quinquennat, vous avez l'impression que c'est un truc extrêmement simple. Alors, est-ce que c'est 7 ans ou 5 ans le mandat du président de la République? Alors qu'en réalité, ce que vous remettez en jeu dans ce référendum, c'est la totalité de l'équilibre des pouvoirs au sein de la Constitution. Et donc, vous ne pouviez pas normalement répondre par oui ou par non à cette question intelligemment. Vous pouviez répondre par oui ou par non, il n'y a pas de problème, mais vous répondez bêtement. Et donc, le problème du référendum, souvent à l'échelle nationale, tel qu'on voudrait le pratiquer nous, c'est qu'on va poser des questions auxquelles, en fait, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Voilà. Très bien. Est-ce qu'une des personnes présentes aura une question ou voudrait intervenir sur un sujet particulier concernant les institutions? Oui, bonsoir monsieur Fabry. Petite question par rapport à votre avis sur, l'élection au jugement majoritaire. Étant donné que, bon, l'élection du président de la République est quand même, devenue, assez difficilement, réformable dans la France, actuelle. Est-ce que vous pensez que le jugement majoritaire permettrait notamment d'accompagner la question de la légitimité du président de la République? C'est-à-dire, de souligner le fait qu'un président pourrait être, mal élu ou bien élu et donc qui, permettrait d'avoir une idée de, vraiment sa légitimité. Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose, selon vous, pour répondre aux questions qui se posent à la Ve République? Alors, ça pourrait parce que ça pourrait amener au, en finale, pour ainsi dire, enfin, ça pourrait amener comme candidat élu à la fin un candidat qui, en l'état actuel du mode de scrutin, n'arriverait pas au second tour, par exemple. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement un personnage, je rappelle, je ne sais pas si tout le monde est au fait du fonctionnement du jugement majoritaire. En fait, dans le système de jugement majoritaire, vous, grosso modo, vous donnez plusieurs choix en notant vos divers choix. Et l'idée, c'est qu'on fait, je le fais très court, hein, mais grosso modo, on fait une moyenne pour savoir qui c'est qui arrive en tête au point, quoi, en fait. Hein, voilà. Et donc, vous pouvez avoir dans ce cas-là un type qui est systématiquement le deuxième choix de tout le monde, qui n'est le premier choix de personne, que finalement, ça l'amène à arriver en troisième ou quatrième position dans le cadre du premier tour, mais qu'en réalité, il soit si souvent le deuxième choix qu'au final, il est un meilleur choix à la fin que le candidat par défaut si on prend que les deux premiers. Voilà, je fais comme ça. Donc, ça serait quelqu'un qui aurait effectivement une légitimité personnelle qui est plus forte que les autres, qui serait moins détesté et moins clivé. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être pas mal, malgré tout. De toute façon, dans tous les cas, ça peut être pas mal pour avoir un président de la République mieux élu, sans doute. Après, ça ne règle pas le problème du fait que c'est une élection d'une seule personne et que le gros problème d'une élection à une seule personne, c'est que vous avez une seule personne à la fin qui décide et que, en gros, une seule personne qui décide, ça veut dire que les délibérations, la plupart des délibérations sont d'une certaine manière dans son fort intérieur. Alors, soit entre lui et lui, ou entre lui et les gens avec lesquels il discute à huis clos. Et ça, c'est un des principaux problèmes également. C'est-à-dire que un des avantages de la démocratie parlementaire, c'est que les débats sont beaucoup plus publics. Et les débats, surtout, comment dire, les débats déterminants. C'est-à-dire que chez nous, vous avez des débats toujours qui sont publics à l'Assemblée et au Sénat, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses, les décisions véritables se prendront dans la tête du président de la République. Donc, à la limite, vous prenez les débats plus comme une exégèse que comme véritablement le processus de délibération. Et donc, le côté personnel, si vous voulez, à mon avis, ça ne réglerait pas le problème du centre de gravité qui bascule vers le président de la République. Ça donnerait sans doute des présidents de la République mieux élus ou plus consensuels, vraisemblablement, mais ça ne réglerait pas le problème qui est qu'il faut que le centre de gravité, l'espace de libération du pays, ça doit être le Parlement, ça ne doit pas être le président de la République. J'aurais peut-être une autre question par rapport au rôle du Parlement. Est-ce que le Parlement lui-même est suffisamment légitime pour, aux yeux des Français peut-être, pour répondre à ce type au problème du régime? C'est-à-dire, est-ce qu'on est absolument sûr que le Parlement est une solution par rapport à la perception, à la conception que les Français en ont? Alors, c'est une impression que j'ai parce que quand il y a eu l'élection de 2022, à l'époque, on avait fait des sondages. Il ne me semble pas qu'il y en ait eu après la dernière élection, hein, mais on avait fait des sondages en particulier la dernière fois.
précisément parce que c'était tellement exceptionnel que les sondeurs s'étaient dit qu'il y avait une question intéressante à poser. Mais ce qui était exceptionnel, c'était le fait qu'il n'y avait pas de majorité. Donc on avait demandé aux gens, est-ce que vous êtes contents qu'il n'y ait pas eu de majorité? Est-ce que vous êtes contents de la composition du Parlement? Et dans leur grande majorité, les Français répondaient oui, qu'ils étaient contents de la composition du Parlement. C'est-à-dire que on aurait pu penser que la plupart du temps, la plupart auraient été pas contents, que ce soit pour une raison ou pour une autre, mais qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, comme il n'y avait pas de majorité pour eux, qu'ils n'en seraient pas contents. Maintenant, les gens étaient contents. C'est un signal assez fort, selon moi, du fait que ils ont senti que le Parlement était plus représentatif de la réalité de la société française et que finalement, peut-être que pour une fois, ça allait donner l'occasion de discuter clairement entre gens qui n'étaient pas d'accord, plutôt que on soit obligé de l'affermer face à celui qui avait été élu, ou inversement d'imposer son avis à ceux qui n'avaient pas été élus, enfin, dans les deux cas. Parce que je suis persuadé que dans la population, il y a ce sentiment que ce côté clivant, cette recherche de savoir qui sera le prochain président de la République, est de plus en plus mal perçue, surtout qu'après des décennies d'expérience, on finit par voir à quel point ça devient une ambition personnelle pour certains candidats. Hein, on le voit d'ailleurs, ça existe encore. On a déjà Wauquiez, on a déjà Édouard Philippe, il y a déjà Attal qui se sont pratiquement déclarés pour la prochaine élection présidentielle. Et tout ceci ne fait pas très sérieux de la part de gens qui sont des présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est assez mal vu par l'ensemble de la population. Donc assez clairement, oui, je pense que le Parlement a cette... l'idée parlementaire, chez les Français, ils y sont acquis. Le problème du Parlement actuel, c'est qu'il a été d'une certaine manière un peu mal élu, avec une histoire de barrage républicain qui, d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, à la fin semblait être un jeu de dupes, puisque la gauche a pensé qu'elle avait été utilisée par le centre pour se maintenir. La droite a l'impression qu'elle a été utilisée par le centre et la gauche pour l'empêcher d'arriver légitimement au pouvoir. Et tout le monde, grosso modo, je pense que les gens étaient moins satisfaits par le résultat de cette élection parce qu'il a paru moins sincère ou surprenamment sincère que le résultat de la dernière fois. Et donc, je pense que pour aller encore dans cette direction-là, pour le coup, il faudrait avoir une véritable proportionnelle pour que ce genre de soupçons qui pèsent sur la légitimité du Parlement dans son ensemble ne soit pas là. Et à ce moment-là, je pense qu'on basculerait clairement dans une nouvelle ère. Merci beaucoup. À un moment, vous avez évoqué la décentralisation et le fait que, en fait, on avait une reproduction de la structure de l'État central, même au niveau local, avec, j'imagine, c'est un peu le préfet dans le rôle du chef de l'État, ou en tout cas du relais du chef de l'État à l'échelle locale. Donc, comment vous voyez la problématique à cette échelle-là? Est-ce que la centralisation française qui existe depuis bien longtemps, quelque part, ça n'a pas un peu empiré ce que vous reprochez au régime? Alors justement, le truc, c'est que le sentiment que j'ai moi, c'est qu'on était moins centralisé sous la 3e et la 4e République. Parce que, alors, c'est lié à un tas de choses. C'était peut-être pas le cas sur la décision politique, mais le fait est que comme on n'avait pas un État social ou socialisé comme on l'a aujourd'hui, les décisions qui étaient prises au niveau central, c'était des décisions de politique pénale, c'était ce genre de choses. Et donc, ça gênait pas tellement les gens localement. Ça touchait très peu les gens. Il faut se rendre compte que, par exemple, si vous prenez la 3e République en 1910, le poids de l'État dans l'économie, c'était 8% du PIB. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc, autant vous dire que le fait que l'édition soit centralisée quand vous êtes à 8% du poids de l'État dans le PIB, on était à 30%, je crois, encore dans les années 60. Vous n'êtes pas du tout sur le même niveau de prégnance au niveau local. Donc, il y a ça. Et autre chose aussi, dans le cadre de la Ve République, il faut se souvenir que le préfet, à la base création napoléonienne, c'est l'empereur au petit pied. Hein, c'est-à-dire, c'est celui qui est censé avoir les pouvoirs de l'empereur, mais localement, et servir de relais au pouvoir impérial. À partir du moment où vous vous retrouvez avec une forme impériale de pouvoir, c'est-à-dire avec un type qui est élu et qui est une hégémonie totale de l'exécutif dans le dispositif politique du pays,
les préfets ont retrouvé d'une certaine manière le pouvoir considérable qu'ils avaient à l'époque du régime napoléonien, le premier ou le second d'ailleurs, hein. C'est-à-dire le second empire aussi. Et donc je pense que de ce point de vue-là, l'abaissement de la fonction présidentielle, des pouvoirs présidentiels, mécaniquement entraînerait un affaiblissement de la puissance des préfets et donc un retour de dynamisme, on va dire, de la politique locale. Pour revenir à la question des modes de scrutin, donc pour l'élection présidentielle, donc on a évoqué l'éventualité d'élire le chef de l'État au jugement majoritaire. Ça reste un système direct. Il me semble que à plusieurs reprises vous aviez également défendu l'idée de repasser à un système indirect. Est-ce que vous pensez pas que ce serait mal vécu par les Français? Ils le verraient qu'en fait comme une diminution de leurs droits ou on dirait une régression par rapport à ce qu'ils ont connu ces dernières décennies. Alors je pense effectivement que c'est un problème et c'est pour ça que, à mon avis, l'angle d'attaque le meilleur, c'est de passer l'élection de l'Assemblée nationale ou par la proportionnelle, qui pour le coup serait vue par les Français comme un accroissement de leur pouvoir. Et vraisemblablement, ça aurait le même effet, parce qu'en fait, en gros, vous avez deux choix. Soit on revient à ce que c'était sous la troisième, pardon. C'est-à-dire vous restez sur le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais vous avez un président de la République qui n'est élu au suffrage indirect, c'est-à-dire en gros par l'Assemblée nationale et le Sénat, des grands électeurs. Bon. Ça, c'était le système de la troisième. Le problème, c'est que revenir à ça, comme vous l'avez dit, ça serait mal vécu. Donc le mieux, c'est de progresser dans le sens de la démocratisation, garder l'élection du président de la République au suffrage universel, et mettre l'élection du Parlement à la proportionnelle. Vu les exemples dont je parlais tout à l'heure, polonais et portugais, je pense que ça suffirait pour refaire basculer le centre de gravité vers le Parlement. Et il faudrait diminuer aussi les pouvoirs du président de la République, mais ils diminueront mécaniquement, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une bonne partie des pouvoirs du président de la République aujourd'hui sont des pouvoirs indus, c'est-à-dire sont des pouvoirs qui ne sont pas dans la Constitution, qui souvent sont contre l'esprit de la Constitution, mais qui ont été acquis du fait même que le président de la République est hégémonique dans l'ordre constitutionnel. Donc éventuellement, la seule chose qu'il faudrait lui enlever, à mon avis, c'est le pouvoir de dissolution, ou en tout cas le mettre partagé avec le Premier ministre, et associé avec le passage à la proportionnelle. Je pense que ça suffirait à rééquilibrer les institutions. Et pour le coup, encore une fois, ça irait plus dans le sens de ce que la population désire, parce que la proportionnelle est une chose qui est demandée assez massivement par la population. Très bien. Et pour revenir à la question du référendum que je vais évoquer tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer que même quand le président, au pouvoir réduit, conserve des capacités en matière référendaire pour assurer un rôle d'arbitre, pour régler d'éventuelles crises politiques est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Oui, ça peut ne pas être à exclure totalement. Il peut avoir ce rôle-là. Encore une fois, c'est une chose qui peut se décider aussi d'un commun accord, ce qui est normalement déjà le cas d'ailleurs en partie avec le Premier ministre. Ça peut être un outil d'arbitrage pour régler. Et parce que normalement, le chef de l'État, son rôle, ça doit pas être de gouverner, mais ça doit être d'être le garant des institutions et notamment d'être celui éventuellement qui viendra dénouer une crise constitutionnelle si jamais il y en avait une. Donc qu'il ait des armes pour ça, notamment le référendum, ça paraît pas totalement absurde. Très bien. Selon vous, quelle serait l'articulation idéale entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de revenir sur celle telle qu'elle existe actuellement. L'articulation, pour le coup, est bonne. Le Sénat tient le rôle de chambre haute qu'il doit avoir. Pour le coup, on trouve une configuration qui est très voisine de ce qu'on voit chez les voisins. Donc, à mon avis, elle est tout à fait convenable et il n'y aurait pas besoin de revenir dessus, en fait. Une Assemblée nationale serait peut-être un petit peu plus puissante avec l'élection à la proportionnelle, mais je pense que ça serait bien. Ça serait bien comme ça, honnêtement. Ouais, finalement, en quelque sorte, c'est plus le manque de pouvoir des deux assemblées par rapport au chef de l'État que leur mode de fonctionnement en tant que tel qui pose problème. Complètement. Oui.
Compte tenu de la composition du corps électoral, donc notamment avec les personnes âgées qui sont prédominantes et donc une tendance à l'immobilisme, est-ce qu'on peut réellement s'attendre à une réforme en douceur du régime? Alors, non, je pense pas, mais je pense que la, la population âgée a pas forcément tant tendance à l'immobilisme que ça. C'est ce dont on pourra... Alors, c'est peut-être la dernière à bouger, mais ça veut pas forcément dire qu'elle elle comprend pas les enjeux ou qu'elle voit pas les nécessités de changement. Une chose assez claire qui va dans ce sens, je pense, c'est la perte considérable de popularité d'Emmanuel Macron chez la population âgée, justement. Je crois qu'il a perdu la moitié de sa popularité depuis la dissolution. Et ça montre qu'il y a des recompositions possibles. Vous avez aussi tout un tas on avait l'impression que l'électorat retraité était pratiquement prisonnier du centre parce que c'était son intérêt d'avoir les retraites toujours payées, en gros. Et on s'aperçoit que, en fait, il y a, semble-t-il, de plus en plus de retraités dont le vote se tourne notamment du côté du Rassemblement national, très possiblement parce que, avec la montée d'un certain nombre d'autres préoccupations accessoires, notamment au plan sécuritaire, ça fasse passer la question de la retraite elle-même au deuxième rang, avec l'idée en gros que c'est bien joli d'avoir toujours ma retraite pour pouvoir sortir au restaurant, mais si je me sens pas en sécurité dans la rue, ça vaut pas le coup. Je le caricature, mais ça peut être le genre de raisonnement qui fait qu'il y a une partie de l'électorat qui se scinde et que donc je ne pense pas, je pense que l'âge de l'électorat n'est plus un obstacle à l'évolution du régime. Je pense qu'on a dépassé ce stade. D'accord. Encore une question de Guillaume. Est-ce que, d'après vous, le Conseil constitutionnel devrait être maintenu en l'état, dans la mesure où il pourrait constituer une menace au fonctionnement d'un régime parlementaire? Non, moi, le Conseil constitutionnel, je pense qu'il devrait être aboli. C'est un gros problème, la présence du Conseil constitutionnel. Historiquement, dans les démocraties parlementaires européennes, il n'y a pas de juridiction suprême. Pour une simple et bonne raison, c'est que gouverner, c'est juger. C'est la même chose, gouverner et juger. Quand vous prenez une délibération d'assemblée pour dire ce que vous allez faire, en fait, vous émettez un jugement. C'est pas pour rien qu'historiquement, les États se sont construits d'abord autour de la fonction judiciaire. C'est le cas de l'État royal en France, mais c'est le cas de l'État partout, en fait. C'est d'abord la question de la justice, et ensuite du gouvernement, parce que le gouvernement n'est qu'une autre forme de justice. Le gouvernement, c'est une forme de justice politique et sociale. Donc c'est pareil, vous délibérez et vous jugez. Et quand vous décidez... La loi, c'est la jurisprudence du Parlement, en fait, si vous voulez comprendre ce que c'est. La loi, c'est les décisions, c'est les jugements du Parlement qui prend, et qui ensuite ont une force obligatoire pour tout le monde. À partir du moment où vous décidez qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Parlement qu'il ne faut pas juger comme ci ou comme ça veut dire que c'est ce quelqu'un qui est celui qui dirige véritablement le pays et pas le Parlement. Celui qui dirige le pays, c'est le juge suprême. Par définition, si gouverner, c'est juger, celui qui dirige le pays, c'est le juge suprême. Si le juge suprême, c'est le Conseil constitutionnel et Laurent Fabius, actuellement c'est Laurent Fabius, ça sera peut-être toujours Laurent Fabius, mais enfin, le souverain, c'est le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius. Et ça, c'est inadmissible parce qu'ils ne sont pas élus. Ils sont choisis selon un mode qui reste quand même très douteux, et quand on voit les gens qui sont sélectionnés, c'est très douteux. Donc pour moi, le Conseil constitutionnel doit être totalement aboli. On n'a pas besoin de Conseil constitutionnel. Qu'on ait éventuellement un Conseil consultatif comme celui qu'on avait sous la 4ème République, qui est là pour alerter le Parlement quand le Parlement veut faire voter une loi qui est contraire à la Constitution. À la limite, pourquoi pas. Le truc, c'est que c'est pas quelqu'un qui peut dire au Parlement vous n'avez pas le droit de faire ça parce que la Constitution. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand une loi est votée par le Parlement, elle a été votée par l'Assemblée nationale, elle a été votée par le Sénat. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont ensemble ceux qui ont le pouvoir de modifier la Constitution. Donc, qu'il y ait quelqu'un qui vient leur dire vous ne pouvez pas faire ça, alors que ce quelqu'un n'a pas le droit de modifier la Constitution, et eux, oui, même si c'est pas d'accord, c'est pas dans les mêmes conditions, puisque la Constitution, il faut 2/3 et pas juste la moitié des votes. Mais ça pose un problème intellectuel. Voilà.
Donc, pour moi, le problème, c'est qu'on essaie d'imiter les États-Unis, alors que les États-Unis ont un régime qui n'est pas un régime démocratique selon les standards européens et qui même aura tendance à devenir de moins en moins démocratique dans les années qui viennent. Parce qu'on va vers une hégémonie totale de l'exécutif aux États-Unis, assez clairement. Ceux qui veulent plus de détails, j'ai fait une émission il y a quelques temps, je crois que c'était la recomposition du clivage aux États-Unis, un truc comme ça, dans lequel j'expliquais tout ça. Donc, à mon avis, oui, le Conseil constitutionnel affouera, comme dit Javier Milei. Et dans la continuité du Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous pensez des juridictions équivalentes au niveau supranational, donc, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme ou la CJUE à l'échelle de l'Union européenne? Ben ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, on construit la souveraineté à une autre échelle. Alors, la question de savoir si c'est bien ou pas, elle se pose dans le cadre plus général de savoir si vous êtes d'accord que l'État souverain auquel vous appartenez ne soit plus la France mais l'Europe. Ça, je laisse chacun décider à son niveau. Le problème ensuite qui se pose, c'est de savoir si à l'échelle européenne, celui qui a le dernier mot, c'est la représentation européenne, c'est-à-dire le Parlement européen, ou les cours de justice. Et là, malheureusement, je pense que c'est plus les cours de justice que le Parlement encore. Et donc, ça, dans ce sens-là, ça peut être un problème symétrique. Encore une question de Guillaume. Le Parlement n'est-il pas par nature une institution oligarchique et donc un adversaire du pouvoir populaire? Alors, je dirais non. En tout cas, c'est une oligarchie dont la désignation dépend du vote populaire. Tout régime a tendance à être oligarchique. Absolument tous. Même si vous remontez sous la monarchie en France, même une dictature est oligarchique. Dans une dictature, vous n'avez jamais le dictateur tout seul. Vous avez un dictateur qui va s'appuyer sur un certain nombre de factions qui, de fait, constitueront les oligarques, en fait, qui sont sous son pouvoir. La question, c'est est-ce que vous voulez un tout petit nombre d'oligarques qui sont centrés autour d'une seule personne qui décide, ou est-ce que vous voulez un grand nombre d'oligarques élus qui impliqueront un aussi grand nombre d'oligarques autour, avec de telle manière que vous ayez une oligarchie qui soit représentative des vœux du peuple? C'est ça la vraie question, en fait, qu'il faut se poser. Vous aurez toujours, forcément, les gouvernants sont toujours moins nombreux que l'ensemble de la population. La question, c'est comment vous faites en sorte qu'ils se rapprochent de la volonté populaire. Et le fait est qu'une démocratie représentative fonctionne mieux de ce point de vue-là que les autres systèmes. Une question d'Arnaud. Une modification radicale du corps électoral, donc par exemple réduction aux actifs seuls ou élargissement aux étrangers, peut-elle redonner un élan à la Ve République? Je pense pas. Je pense pas parce que le régime en lui-même est, comme j'ai dit, mort, et ça lui donnerait pas plus d'assises démocratiques si on faisait ça. Il n'est pas impossible que ça dynamise le régime suivant, celui qui succédera à la Ve République, sachant que j'entends succéder à la Ve République, pour moi, si jamais demain on décide que le Parlement est élu à la proportionnelle et que le président de la République perd un certain nombre de ses pouvoirs, et notamment tout le pouvoir accumulé de manière coutumière par l'exercice sous la Ve, mais qui n'est pas proprement constitutionnel, on sera pour ainsi dire sorti de la Ve, c'est-à-dire le régime qu'on a connu depuis plusieurs décennies. Bon, après, le fait de réduire le corps électoral aux actifs, je pense pas que ce soit faisable, dans la mesure où, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va dans le sens d'une diminution des droits politiques, donc on n'est pas encore dans les sociétés qui pensent comme ça, je crois. Le vote des étrangers, à mon avis, ça va c'est plus discutable, peut-être plus diffus comme question, mais il y a toujours un côté dilution du vote des gens qui votent déjà. Donc, je suis pas sûr non plus que ça fonctionnerait. En tout cas, que ce serait facile à vendre à la population. Après, c'est intéressant ce que vous dites sur en fait, quand vous voyez la fin du régime, ça peut tout à fait se faire alors que formellement, on est toujours sous la Constitution de 58, juste avec des modifications, soit dans le texte, soit dans l'usage.
Oui. Ça peut- Oui, c'est tout à fait possible. Sinon, comme je l'ai dit, Michel Debré, quand il avait rédigé la Constitution, lui, il pensait mettre en place une Constitution à l'anglaise. Et le fait qu'avec la culture démocratique qui existait encore à cette époque-là, ça pouvait donner cette illusion qui s'est dissipée rapidement par la suite, puisque cette culture démocratique s'est étiolée du fait même du jeu politique de la cinquième. Mais donc, ça veut dire que quelque part, la matière est déjà là. Il y a certaines choses, si vous revenez au texte, le texte, par exemple, qui dit que c'est le Premier ministre qui dirige la politique de la nation, c'est pas le président de la République. Bon, ben, si vous avez un Premier ministre qui décide de s'appuyer sur ce texte pour entrer en opposition frontale avec le président de la République, ça peut avoir un effet. Mais ça n'a d'effet que si, déjà, le Premier ministre n'est pas lui-même, dans le cadre de l'appareil de parti, un sous-fifre du président de la République, parce qu'en ce cas-là, c'est quelque part le président de la République qui l'a fait élire. Voire même qu'il a nommé ex nihilo, comme ça a été le cas pour Elisabeth Borne et Jean Castex, par exemple. Bon, bah, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Ça me va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir fait votre exposé et répondu à nos questions. Avec plaisir. Si jamais vous voulez m'écouter encore un petit peu plus, ce soir à 9h30, j'ai mon live de la semaine. Ça va être sur la politique européenne et américaine. Voilà, je le dis, ceux qui veulent être là. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir.